Mélodie, la radio vintage forever. Pétillante, libre, drôle et émouvante, elle pouvait faire hurler de rire avec Tata Yo-Yo, faire danser la France entière avec Chaud Cacao et toucher le cœur avec Nini la Chance. Annie Cordy était bien plus qu'une chanteuse populaire, elle était une artiste complète, une grande professionnelle dédiée à son métier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Lebon, sa nièce, mais aussi sa confidente, sa complice et sa mémoire. Ensemble, on va redécouvrir l'histoire de cette grande dame du music-hall. Michel Lebon, bonjour. Bonjour Gilles. Merci de m'accueillir chez vous à Cannes. Oh bah, vous êtes le bienvenu. Dans la maison d'Annie Cordy. Annie Cordy et Cannes, c'était une belle histoire d'amour. Oui, qui dure depuis 70, même avant. Mais elle a acheté sa maison en 70 sur les conseils de son voisin direct, qui était devenu son voisin. C'était... je vais commencer à chercher les noms, franchement. Henri Salvador ? Non, Francis Lopez. Francis Lopez, compositeur d'opérette. Voilà, qui a fait l'opérette qu'elle a jouée avec Mariano. D'accord. Visa pour l'amour. Visa pour l'amour, voilà. Ok. C'est lui qui lui a conseillé d'acheter cette maison, qu'elle est à côté de chez moi, parce qu'elle était locataire à Cannes, sur la Pointe Croisette, parce ils exploitaient un restaurant dans Cannes, au Port Canto, et ils avaient l'appartement juste en face en location. Et elle cherchait éventuellement à faire l'acquisition d'une maison. Elle a eu l'occasion d'acheter cette maison qui date des années 30. D'accord. Et puis... Elle l'a achetée en 72 et elle l'a appelée Dolly. Dolly. On va y revenir bien sûr Oui. sur Hello Dolly et sur cette belle carrière, la carrière d'Annie Cordy. Elle est née en 1928 à Laeken. À Laeken. Laeken. Je prononce à la française, ça vous allez voir. C'est E dans la. Le dans la. Voilà. À Laeken. Comment elle a fait pour devenir l'une de nos artistes préférées, la grand-mère de tous les Français et puis je sais pas, la chanteuse qui nous a tous fait grandir. Ouais. Cette petite Annie Cordy qui est née Léonie Co-Roman. Co-Roman, vous m'avez dit. Traîner sur le haut, Traîner. c'est tout parce qu'on a deux hauts dans notre nom. Ouais. Comment elle est devenue cette grande artiste que l'on aime tant? Je pense qu'elle avait un tel contact avec le public depuis toute jeune ça a marché en Belgique, elle chantait déjà un petit peu en Belgique quand même, elle a enregistré même des disques en Belgique, Oui. mais elle n'a pas eu conscience vraiment du succès et elle ne courait pas après le succès. Elle n'était pas carriériste, donc elle n'a pas attendu d'avoir l'opportunité de se faire connaître. Ça a marché tout seul. Elle travaillait, et puis ça s'est enchaîné, les succès. Les gens du métier l'ont tout de suite apprécié, et le public aussi. Elle a dansé pour les GI américains. Elle chantait avec un orchestre. Elle chantait aussi, d'accord. Chanteuse d'orchestre, oui. Elle connaissait tous les standards américains. D'accord. Petit à petit, à cette époque, l'époque de la guerre et de la fin de guerre, elle chantait dans la brasserie à côté de l'hôtel Métropole à Bruxelles. Une grande brasserie, elle chantait avec des sous-bocs, ils avaient des sous-bocs, vous savez, ce qu'on met sous les verres. Ils écrivaient le nom d'une chanson, ils lançaient sur la scène, et c'est comme ça qu'elle faisait plus tard, donc on fait un bond en avant. Ouais. Elle faisait avec Charles Aznavour, qui connaissait aussi, parce que lui, il avait été dans les cabarets, il travaillait dans les cabarets, Charles Aznavour. Il avait même travaillé à Bruxelles. Et au Canada aussi. Voilà. Donc ils connaissaient tous les deux les chansons des standards américains. Donc ils faisaient des concours, quand ils ont tourné ensemble, ils ont tourné des fictions télé ensemble, et ils chantaient, lui commençait, elle finissait, et c'était presque un défi, et celle-là tu la connais, celle-là tu la connais, voilà. On reviendra sur cette belle amitié. Oui. Elle a commencé à Bruxelles, au Bœuf sur le Toit. Oui. Et elle a été repérée, alors racontez-moi l'histoire, elle a été repérée pour devenir meneuse de revue au Lido à Paris. Oui. En fait, elle travaillait au Bœuf sur le Toit. Elle était engagée par Jean Homer, qui était un musicien de jazz qui partait aux États-Unis et qui faisait revenir des gens des États-Unis, des grands musiciens des États-Unis. Il avait un ensemble orchestral et il avait aussi une attraction au Bœuf sur le Toit, dont Annie était la meneuse de revue. Et il y avait des Bluebell Girls qui étaient dans cette attraction. Et c'est Miss Bluebell qui s'occupait des Bluebell Girls, qui les a formées, qui est venue en Belgique pour voir ces Bluebell et qui a repéré Annie. Et elle a fait venir les gens du Lido pour dire on va l'engager pour être meneuse de revue à Paris. Au départ, elle ne voulait pas vraiment Annie.
Parce qu'elle disait, moi je suis bien ici, je gagne bien ma vie, je vis avec mon papa, ma maman. Enfin, elle était très, voilà, basique. Voilà. Et donc, c'est son patron, Jean Omer, qui lui a dit, écoute, Voilà. moi je vais discuter du contrat à ta place. Et puis, laisse-moi faire. Voilà, moi, je perds un bon élément, mais toi, tu vas faire carrière à Paris. Il avait compris. Il avait compris. Et on lui avait proposé déjà des chansons de Francis Lopez. Elle ne savait pas qui était Francis Lopez parce qu'elle entendait Mariano. Mariano avait 10 ans de plus qu'elle, donc il avait déjà une belle carrière. Elle entendait Mariano. Pour elle, c'était une chanson de Mariano. D'accord. Elle ne pensait pas qu'il y avait du monde auteur, derrière. Compositeur, tout ça, bon, voilà. Ok. Donc, et c'est comme ça qu'elle est partie et qu'elle débarque à Paris le 1er mai 1950. Elle avait pour habitude de dire « J'ai débarqué le 1er mai 1950 à Paris, jour du travail, et après, j'ai plus jamais arrêté de travailler. » Et vous me racontiez tout à l'heure, avant le début de cette émission, qu'elle a failli repartir tout de suite. Elle a failli repartir tout de suite, parce qu'elle arrivait avec sa valise de Belgique toute seule. Elle est quand même arrivée en 50, à l'époque où les femmes déjà n'avaient pas encore le droit de signer un chèque. Hein. Je vais dire, mais non, mais c'est vrai, quoi. C'est quand même, aujourd'hui, on dirait, elle avait quand même une audace folle de se lancer dans cette aventure. Par contre, elle devait téléphoner à son logeur depuis la gare. Mais oui. Il y avait les cabines. Et en France, il fallait faire Élysée, 10, 12, etc. Élysée, c'est E-L-Y, oui. Puis les chiffres. Comme tous les Français connaissaient ça, mais elle, belge, ne savait pas, donc elle faisait E, L, Y, S, E, S, ça marchait jamais. Et c'est une marchande, parce qu'elle était pratiquement en larmes, c'est une marchande de muguet du 1er mai qui l'a aidée à faire le numéro. Sinon, elle se disait, je retourne à Bruxelles, hein, je sais pas. C'est comme quoi la vie. Comme quoi, ça tient à des petites choses. Hein. Et ses parents, enfin votre famille, se rendaient compte de la star qu'elle était en train de devenir. Alors j'avance un peu, ou qu'elle allait devenir en allant à Paris au Lido. Non, pas du tout. Non, parce que comme Annie n'était pas comme ça, donc elle rentrait pas à la maison en disant hey, j'ai décroché un contrat, là je suis formidable. Non, leur fille faisait carrière, elle partait. Ma grand-mère était quand même un peu inquiète, hein, mais ils avaient confiance dans sa sagesse. Annie a toujours été très raisonnable. Vous voulez une anecdote? Avec plaisir. Quand elle travaillait au Lido, ou c'était au Bœuf, il y avait 4 chanteurs noirs qui chantaient des standards de jazz, puisque c'était une boîte de jazz, surtout au départ, et qui la draguait un peu. C'était des Américains, et donc ils l'avaient baptisée Icebox Cordy. Tellement elle était glaciale quand quelqu'un la draguait un peu. Ah ouais. Icebox Cordy. Et c'était resté une petite blague entre eux, quoi. Entre les Jay? Non, c'était des chanteurs américains. C'est des chanteurs, là, pardon. Ok. Ouais. Icebox Annie. Icebox Cordy. Icebox Cordy. Et elle était toujours, là, elle était plus glaciale avec ces messieurs qui la courtisaient, mais dans sa jeunesse, elle a toujours été pétillante, joyeuse, énergique. Gaie, oui, énergique, oui. Et c'est votre mamie, votre grand-mère qui l'a canalisée, vous me disiez. Oui, ma grand-mère disait, elle a tellement d'énergie, elle fait du sport avec son frère, elle est plutôt avec les garçons qu'avec les filles. Et ma grand-mère dit, quand elle était petite, elle avait 10 ans, hein, pas vieille, elle a dit on va l'inscrire dans un cours de danse. Et il se trouve que dans leur quartier, il y avait les sœurs Ambrosini, qui étaient les filles du maître de ballet de la Monnaie, de l'opéra de Bruxelles. Donc, d'accord. C'était quelqu'un, M. Ambrosini, il était très connu, reconnu. Et les 2 sœurs Ambrosini, l'une jouait du piano et l'autre dirigeait le cours de danse sévère. Elle a tout appris avec eux. Elle faisait des claquettes, la danse acrobatique, la danse classique déjà. Ouais. À 10 ans, elle a commencé comme ça. Et comme il donnait beaucoup de spectacles de bienfaisance avec cette compagnie, ils ont dit à Annie, pourquoi tu chanterais pas un petit quelque chose? Elle a commencé à chanter déjà avec eux à cet âge-là. Elle était la mascotte du régiment des militaires belges dans les années 40. Mais elle a toujours, en fait, elle était prédestinée à faire ce métier. Même petite, c'était quelque chose qu'elle allait accomplir. Oui, c'est venu tout seul, quoi. Il faut dire que ma grand-mère écoutait les TSF, la radio, toute la journée. Hein. On est une famille très gaie. Tous. Elle a baigné dans Tino Rossi et les choses comme ça. On va y revenir sur Tino Rossi juste après. Oui. Elle débarque à Paris et c'est là où elle adopte
Le nom d'Annie Cordy. Oui, c'est au Lido qu'on lui a fait changer de nom parce elle s'appelait Nini. Tout le monde en Belgique l'appelait Nini. Je veux dire, Jusqu'à la fin tout aussi. le monde. Oui, maintenant encore, les Belges d'une certaine génération l'appellent encore Nini. C'est resté. Puis alors après, vous m'en reparlerez sûrement, mais Nini la chance. Elle est là. Voilà, elle attend. Il y a Nini. Et dans l'intimité, beaucoup l'appelaient Nini. Ouais. Hein, donc, mais elle a dit au Lido, je m'appelle Nini Cordy. Et ben là, ils n'ont pas voulu au Lido, ça fait pas. Ça faisait Nini. Nini patte en l'air. Voilà. Ils ont dit en France, ça fait un peu Nini patte en l'air. Alors on va vous appeler Annie. Bon, d'accord. Annie Cordy. Et Cordy. Par rapport Alors Cordy, c'était déjà, ça venait de Belgique. Ce sont les profs de danse parce qu'ils faisaient des programmes pour leur programme pour expliquer, donner les rôles à chacun. Et ils avaient dit, Nini Corman, c'est long. À l'époque, on raccourcissait. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des gens qui ont des noms incroyables, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Les chanteurs, les comédiens, ils ont leur nom, et puis c'est tout. Mais à l'époque, ils étaient très soucieux d'avoir des noms qui pètent bien. Aznavourian, Aznavour. Aznavour, oui, ils raccourcissaient, quoi. On va parcourir toute la vie d'Annie Cordy, mais ce qui l'a caractérisé certainement, et vous allez me dire, c'est aussi l'amitié. Quand elle arrive à Paris, elle rencontre deux grands amis qu'elle évoquera souvent dans sa vie, Luis Mariano et Bourvil. Elle vous en parlait souvent de ces deux ce grand acteur et puis un peu chanteur Bourvil, et de Luis Mariano, chanteur d'opérette. Il faisait partie de son environnement et des gens qu'elle aimait, mais pas forcément qu'elle ait... Bon, de toute façon, j'ai entendu suffisamment d'interviews qu'elle faisait en ma présence, et puis je savais qu'elle les appréciait, mais ils ne se fréquentaient pas en dehors. Peut-être chez Mariano, elle est allée de temps en temps là où il habitait, il l'a invitée à la maison, même avec mes grands-parents, avec ses parents. Mais au dehors du métier, chacun avait sa vie. Ça n'empêchait pas de s'aimer beaucoup parce avec Mariano, elle a fait 4 ans de tournée avec Mariano. Et avec Bourvil, elle a fait 2 opérettes. Vous m'avez dit, c'est La Route Fleurie. La Route Fleurie, elle a quitté le Lido parce qu'elle était engagée à La Route Fleurie. Et c'était la vedette à l'époque, c'était évidemment Georges Guettari, une grande star. Et ils ont engagé Bourvil et Annie. Bourvil avait déjà une petite carrière derrière lui, puisqu'il était l'aîné d'Annie, hein, il avait 10 ans de plus, comme Mariano d'ailleurs. Et donc ils faisaient le duo comique, le couple comique. Vous savez, c'est un petit peu les ficelles de tout ce genre de spectacle. Il y a le jeune premier avec la jeune première, et puis il y a le couple comique qui fait des bêtises et qui fait rire le public, etc. Et ils pensaient que ça allait jamais marcher. Mais voilà, ensemble, exactement. Bourvil, il disait souvent à Annie, là, tu vas voir, ça marchera pas, ils vont pas rire. Et donc il lui filait son angoisse. Ouais. Et ils étaient tous les deux très... Et pourtant, ils étaient excellents. Ils étaient excellents, et puis ils ont fait des... Ils avaient une réplique que Bourvil a dit par accident pendant La Route Fleurie, et ça a marché du feu de Dieu, parce qu'il y a un moment, elle devait dire quelque chose, il lui lance la réplique, elle oublie sa réplique à elle hésite, et il dit au public, il prend le public à partie, puisque c'était un numéro marrant, donc il pouvait se permettre, et il dit, elle a toujours un trou au même endroit. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit. Le public est parti d'un éclat de rire. Et puis c'est devenu une tradition, comme on dit au théâtre, vous savez. Un peu cabot, non? Non, mais au théâtre, quand il y a quelque chose comme ça qui marche... Ah oui, on le reprend. Par erreur, on le reprend, et c'est devenu une tradition. Donc après, cette réplique entraînait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça a allongé le truc. Ils brodaient là-dessus. Ouais. C'était son Dédé. C'était pas voulu au départ. C'était son Dédé. Et son loulou. Et son loulou. Le loulou, il est arrivé plus tard. Il est arrivé plus tard. Oui, oui. Elle a quitté la Route Fleurie après 1 an seulement, parce qu'elle avait déjà d'autres engagements. Elle a commencé tout de suite. Et puis après les opérettes, elle va aussi sortir des disques. Son premier disque, je pense, c'est 53, 52, 53. En France, oui. En France, elle fera le lever de rideau de Tino Rossi. Oui. Ça devait être immense à l'époque pour elle. Oui. Parce que c'était une grande star, Tino Rossi, de faire le lever de rideau. Oui. Elle chantera aussi en vedette américaine d'Eddie Constantine à l'Olympia. Bon, tout commence, premier gros succès. Alors, c'est Léon. Oléo Léon.
Elle se rendait compte du succès qui arrivait. Est-ce qu'elle vous a raconté comment elle a pris cette soudaine notoriété d'être en haut? Alors on n'était pas encore dans les charts, hein, mais Non. de vendre autant de disques. Oui. D'ailleurs, quand elle le chante en Belgique, elle le chantait en Belgique, les gens reprenaient en chœur. Hein. Léon, ça a marché avant, donc c'était l'autre génération. Non, elle n'avait pas conscience de ça. Et puis elle ne courait pas après un tube ou un grand succès, comme toute sa carrière. C'est arrivé, tant mieux, quoi. Elle était contente, mais bien entendu. Mais elle n'était pas influencée par ça. Elle avançait, elle allait toujours de l'avant. Annie, c'était une femme d'aujourd'hui et de demain surtout. Et elle regardait jamais en arrière? Non, elle disait qu'elle avait de beaux souvenirs, Ouais. mais elle ne regardait pas dans le rétroviseur, non. Elle pensait à demain, toujours, même dans la vie de tous les jours, quoi. Ça ira mieux demain, on va y revenir. Ça ira mieux demain, voilà. Et puis elle était assez, on va dire fataliste peut-être. Elle disait de toute façon c'est fait, c'est fait. Voilà, on peut rien changer. Quand on peut rien changer, il faut aller de l'avant. Il faut avancer. Ouais, voilà. En ça, elle se rapprochait peut-être de son frère de métier, on l'a évoqué rapidement, de Charles Aznavour, avec qui elle fait la bagarre en 1955. Oui, il lui propose la bagarre et il est venu lui proposer une chanson et elle lui dit venez à la maison. Et puis voilà, elle habitait à l'époque dans le 12e arrondissement, en boulevard Soult, et il est venu chez elle et on lui avait dit tu vas recevoir Aznavour, il aime bien bon petit verre quand même. Ok. C'était un noceur à l'époque. Hein. D'ailleurs, il le disait lui-même, il aimait bien. Il a travaillé comme pianiste avec dans les Pierre boîtes. Roche. Et puis, il travaillait à Bruxelles, enfin, dans la nuit, comme beaucoup de jazzmen, de musiciens, etc. Et donc, elle s'est dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Et à l'époque, il avait des périodes où il arrêtait parce qu'il ne voulait pas déborder, de toujours sortir et tout. Elle lui a demandé un verre de lait. Donc, ça lui est resté. Et alors mince, on m'a dit qu'il fallait, heureusement qu'elle avait un verre de lait à lui proposer. Puis c'est resté une belle amitié. Et c'est resté une belle amitié qui a grandi avec le temps parce qu'Aznavour était vraiment admiratif de sa carrière et de son professionnalisme. Parce qu'elle avait un tel, d'abord au niveau de sa voix, elle avait un ambitus important. Très important. On passe du dernier automne à des chansons... Pourquoi tu me bats Léon, j'y pense comme ça, où c'est très aigu. Voilà, elle allait vraiment de l'aigu au grave avec une grande facilité. Elle pouvait chanter le jazz comme elle pouvait pousser des cris stridents. Ouais. Le scat, de la tournage cendre, on la voit faire des onomatopées. Oui. Et ce qu'aimait Aznavour, c'est ça. Et puis surtout qu'elle ne se prenait pas au sérieux parce que elle a été critiquée par les sachants qui disaient, quand même... Oh. Oui, c'était une chanteuse populaire. Oui. Elle disait je suis fière d'être une rigolote. Et c'est peut-être plus dur de faire rire les gens que de pleurer. C'est ce qu'elle disait. Ce que disaient beaucoup de gens de métier d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est plus difficile. D'abord, il faut avoir une rigueur et puis un sens du moment. Enfin, bien, ça doit être au bon moment. Quelque chose qui fait rire, c'est vraiment une mécanique terrible. Et de l'humain aussi. Oui, peut-être. Bien sûr. Oui. Et en grande professionnelle qu'elle est, presque à l'américaine, on arrive là progressivement dans les années 70. Hein. Elle n'aurait pas fait carrière aux États-Unis, Annie Cordy. Elle aurait pu faire. Oui, elle aurait pu. Elle en avait l'envie aussi. Non, pas vraiment, non. Et pas vraiment. Elle est allée aux États-Unis, bien sûr, parce qu'elle a chanté pour les fiançailles de Régnier, du de Prince Monaco, Régnier, okay. Prince Régnier. Donc elle a chanté, et là il y avait les Américains dans la salle, évidemment. Régnier, il y a beaucoup d'Américains. Et c'est là qu'on lui a proposé de venir aux États-Unis, ce qu'elle a fait. Elle y est allée avec mon parrain, avec son mari. Et donc on lui a proposé à ce moment-là une comédie musicale qu'on avait écrite pour elle, qui s'appelait Girls on High Heels. Je parle très mal américain, comme mon parrain. Et elle a refusé, parce qu'elle a dit, on ne sait pas ce qu'on signe avec ces grosses boîtes américaines, on signe 1 mois, et puis ça marche, on reste 4 ans aux États-Unis. Enfin, ça, on est un peu pieds et poings liés. Elle a fait une tournée mondiale, elle est allée au Brésil, en Russie, tout ça, mais
Aux États-Unis, il n'a pas voulu rester. Puis mon parrain n'aimait pas beaucoup la cuisine américaine et le fait qu'on lui serve un steak avec un Coca-Cola, lui, il n'en est pas revenu encore. C'était vraiment. Et puis il parlait mal américain aussi, donc ils sont rentrés, quoi. Elle a renoncé à cette carrière américaine. Une belle anecdote, je crois, une anecdote rigolote aussi à l'hôtel. Oui, parce que mon parrain parlait mal et ça la faisait rire. Ils étaient montés un jour dans un taxi, ils voulaient aller voir une comédie musicale et il n'a jamais réussi à dire le titre de la comédie musicale. Ils ont dû montrer le programme parce qu'ils disaient à l'envers. Et ils étaient dans un hôtel où il était au 6e étage. Elle travaillait, elle lui disait si tu veux monter dans la chambre. Quand tu vas dans l'ascenseur, à l'époque il y avait un groom dans les ascenseurs. Et oui. Et tu dis que tu habites au 6e étage. Six en anglais. Floor. Six en anglais. Et lui, il entre dans l'ascenseur et il fait sexe. Comme ça. Il lui chante, il écrit bien fort. Alors c'était un peu. Et tu dis aux gens, how do you do? Oh, you do. Et donc voilà. Donc elle riait, ça la faisait beaucoup rire. Et il a toujours. Ils ont passé. Presque 40 ans, non, plus de 40 ans ensemble, à rire, à s'amuser et à travailler, évidemment. Mais c'était un couple formidable, ils étaient fusionnels. On y reviendra peut-être rapidement après sur leur union. En tout cas, elle a ramené de l'Amérique en France avec Hello Dolly en 72. Elle a même une récompense, je crois, pour ça. Emmy Award qu'elle a obtenu, pour Hello Dolly. Mais elle ne l'a pas ramené d'Amérique, hein. Oui. L'auteur de Hello Dolly est venu en France pour lui proposer de chanter Hello Dolly. Elle a refusé pendant 7 ans. D'accord. De le faire. 7 ans, il l'a draguée professionnellement, bien sûr, hein, pour qu'elle dise oui. Parce qu'il lui avait fait lire, elle a dit, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, cette marieuse qui veut se marier elle-même. Enfin, c'est un drôle de personnage. Mais elle en a fait, elle l'a mis à la sauce Cordy. Et ça, elle en a fait autre chose. Et il y a eu de très très belles Dolly. C'est Carol Channing qui a fait le premier Dolly. Et ensuite, il y en a eu plein d'autres. Barbara Streisand au cinéma aussi. Mais, enfin, toutes les grandes chanteuses des États-Unis l'ont fait, Dolly. Et Annie l'a créé en français, adapté par le regretté Jacques Collard, il n'y a pas longtemps, qui nous a quittés. Qu'il a fait vraiment le texte super bien collé à la personnalité d'Annie. Michael Stewart qui est venu pour la former. Les Américains sont venus pour former les danseurs et la rigueur d'Annie leur plaisait beaucoup, bien entendu. Hein. Mais elle a laissé sa patte. On la voit, je vous disais, elle reprend les petites expressions d'Armstrong. Elle reprend cette voix grave. Ça, c'était Annie Cordy, c'était pétillance et elle donnait tout sur scène. C'est bien ça? Oui, absolument. Ouais. Et puis 2 ans après, 74, allez, on y vient. Je sais que vous l'attendez peut-être au fur et à mesure, là. Gros tube, énorme tube, La Bonne du Curé. Une petite face B, ils y croyaient pas trop. C'est pas une face B. En fait, elle l'a chanté en concert. Il y avait un groupe qui passait en première partie, enfin plusieurs groupes en plein air. Et c'était des jeunes rockers un peu qui ont dit à Annie, c'est super ce numéro La Bonne du Curé. Elle n'avait pas encore, elle le chantait comme ça. Et ils l'ont trouvé bien et tout. Et puis finalement, les gens du public aussi tapaient dans les mains, reprenaient. Elle a vu que ça marchait parce que Annie n'était pas à répéter devant un miroir. Hein. Annie, elle répétait devant le public. C'est leur façon. Elle répétait, elle chantait et elle captait toutes leurs réactions et elle savait ça, je devrais le faire, ça, je devrais pas le faire. Avec son tablier, tout ce qu'elle a attrapé au fur et à mesure. Voilà, et puis elle a voulu l'enregistrer. Mon parrain est allé voir la maison de disques avec elle en disant, nous, on voudrait enregistrer La Bonne du Curé. Les gens ont dit quand même, La Bonne du Curé, c'est un peu se dépasser. On ne va pas le faire. Et puis finalement, mon parrain dit, alors moi, je vais le faire moi-même, je vais produire ma femme. Et puis alors le patron de la maison de disques, j'oublie le nom de la maison de disques, c'est pour ça. CBS, André Paul, il va mais j'ai peur de dire une bêtise. Je ne suis pas attachée à tout ça, vraiment. Je connais les anecdotes, mais... Et donc, ils ont dit non, elle fait ce qu'elle veut, on va l'enregistrer quand même. Et mon parrain, il aurait dû signer. Il aurait eu oui. près de 2 millions d'exemplaires. Oui. Et elle en a fait un personnage petit à petit. Oui. Parce que dans chacune de ses chansons, Annie tenait à ça. C'était chaque minute, ça faisait 3 minutes, elle faisait une petite scénette
et elle créait un personnage et elle s'y attachait. Elle chantait pas un truc comme ça et ça l'amusait beaucoup et en plus c'était vraiment professionnel quoi. La bonne du curé, c'est une bonne de curé, elle est comme ça, elle a envie de ça et elle réfléchissait et elle s'habillait comme il fallait, comme elle a fait pour le cow-boy, pour tout ce qu'elle a fait comme Pour chacun comme de ses rôles. chacun de ses rôles. Je pense à, dans la dernière C'était une tournée, petite scénette à chaque fois. à Âge tendre, quand elle débarque, elle chante On y arrive à Nini la chance. Oui. Tata Yo-Yo, elle avait aussi cette espèce de parapluie là, Oui, son rose. petit parapluie, oui. Elle faisait des personnages à chaque fois. Oui, oui, oui. Oui. Puis 2 ans plus tard, Oui, Nini la chance, voilà. comédie musicale. Elle est là, on peut le montrer, elle est à l'écran de Mareuil et Lieferman. Est-ce qu'on peut aisément dire que finalement, cette Nini la chance, dans les paroles, dans la chanson, c'était tellement elle? C'est Oui. du sur-mesure là. C'était du sur-mesure. Le rôle-titre, évidemment, ça a été écrit pour Annie, Nini la chance, contrairement à Dolly qui avait été écrit. Voilà. Mais là, c'était écrit pour Annie. Et puis elle a des numéros dedans fantastiques. Et quand elle chante Pourquoi tu me bats Léon, Ouais. et puis quand elle chante la Torera, qui est formidable. Elle est là. Voilà. Je voilà. vais montrer à la caméra. Caramella. Et là aussi, elle en a fait des numéros. Chaque fois, c'était des petits numéros. Je pense que c'est ça que le public aimait. Ouais. Parce elle jouait, elle interprétait chaque fois à chaque chanson un autre personnage. Et dans cette chanson, vous m'avez dit oui, c'était elle. C'est-à-dire que quand elle revoit le ciel pleuvoir sur les pavés mouillés de Bruxelles, et Oui. puis finalement, Ouais. elle Ça racontait bien avance, sa vie. Oui. elle cherche son Roméo, Oui. c'était du sur-mesure. Oui, et puis oui. aussi, ça ira mieux demain. Ah, Ouais. ça aussi. Ah ben ça aussi, c'est ainsi que c'est une expression toute simple. Et que maintenant, les gens pensent à la chanson quand ils le disent. Hein. Avant, on disait ça ira mieux demain, va. Mais maintenant, souvent les gens entonnent la chanson. Hein, Oui. quand c'est de rester dans le populaire, ça. Hein. Mais Nini Lachance, c'est une journaliste qui avait titré son article Nini Lachance. Ouais. Et quand il cherchait un nom pour la comédie musicale, ou la comédie musicale ou l'opérette, non, c'est une comédie musicale. Je vois pas la différence, moi. Enfin bon. Moi, c'est vraiment. C'est peut-être une question de tableau. Oui, c'est-à-dire que la comédie musicale, on chante et on continue à parler en chantant un petit peu, voilà. Alors que l'opérette, c'est une chanson, on parle, une chanson, on je parle. pense. C'est un petit peu la différence. Ouais. Et donc cette journaliste a accepté volontiers de laisser son titre. Et Annie Cordy, elle prenait peut-être un bon jour d'avance sur le bonheur. Vous me parliez qu'elle était très aimée, qu'elle était très proche des gens, qu'elle n'était pas lunettes noires. Enfin, c'était vraiment je vis ma vie, mon métier, mes proches. Elle n'a jamais été dérangée par les gens parce qu'elle ne repoussait pas. Donc forcément, c'était très naturel. Et voilà, et ça durait que quelques secondes, parce que si vous repoussez les gens, disent non, pas maintenant, tout ça, ils insistent, et puis ça devient. Mais là, c'était très naturel. Elle était tellement habituée à ça. Parce que le populaire, c'est pas célèbre. Hein. Ouais. Célèbre, c'est autre chose. Il y a bulle. quelque chose quelque chose d'un petit peu réel où les gens vous regardent et ils essayent de capter un peu. Mais là, non, Annie, c'était populaire, quoi. Donc. Salut Annie. Oui, salut Annie, un bisou, le nombre de bisous qu'on lui donnait, mais moi, en hiver. Ah bah vous aviez peur? J'avais peur, j'ai dit, elle va rapporter une bronchite, un machin, elle va attraper des trucs. Ouais. Non. Et derrière le côté très énergique, derrière la grande professionnelle qu'elle était, est-ce qu'il y avait du stress? Est-ce qu'il y avait de l'angoisse? Est-ce qu'il y avait du trac? Oui, énormément. Beaucoup de trac, et elle se remettait toujours en question. Les musiciens vous le diraient, même à la dernière chanson d'une série de chansons dans une tournée, la dernière chanson, elle venait encore leur dire, attendez, là il faut qu'on revoie un truc. Elle avait à côté de son lit un petit carnet, et elle pensait, tiens, ça, je devrais le dire comme ça, ou faire comme ceci. Vite, elle notait pour pas oublier. Pour la prochaine fois, ou pour le prochain gala. Oui. Et elle testait ses chansons en tour de chant avant de les enregistrer. C'était de l'énergie, son public, finalement. C'est professionnalisme. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Professionnalisme, il fallait que ça plaise au public et elle voyait les réactions du public. C'est pour ça qu'elle préférait
le théâtre et la chanson au cinéma, par exemple. Et elle a fait du cinéma aussi avec Gabin et Oui, Signoret. elle a participé à une cinquantaine de films, mais d'ailleurs, elle a même tourné un film en Allemagne, en allemand. D'accord, ça je ne savais pas. Ouais. Donc, dans les Une années artiste complète. 50. Ah oui. Ouais, ouais. Elle aimait le cinéma, hein, c'est vrai, mais elle n'avait pas beaucoup de temps. Et oui, parce que quand il y avait une tournée, Ouais. et des disques. Et puis en 1980, là on arrive aussi à un autre grand tube, un personnage, Tata Yo-Yo, Ouais. ce grand chapeau. Tous les enfants ont dû chanter cette chanson. Oui. Aujourd'hui encore, je reçois, comme je gère le Facebook Annie Cordy officiel, je reçois des témoignages comme ça de gens qui disent moi à l'école j'ai chanté, ou mon gamin l'a chanté, ou je l'ai appris à mon petit-neveu. Enfin, ça marchait très bien. Tata Yo-Yo, c'était dans une veine, cette époque-là, il y avait ce genre de musique qui marchait très bien. Et donc c'est Gérard Gustin qui faisait la musique et dit on devrait faire un truc. Il cherchait et ils étaient avec Jacques Mareuil qui chantait. Elle dit tiens, moi j'ai une tante Yolande, on l'appelle Tata Yo-Yo, on va l'appeler Tata Yo-Yo. Voilà, c'est parti de là. Et elle était émue que de son vivant déjà que les enfants reprennent ces chansons. Ah ben oui, d'être tellement aimée, d'être. Oui. Elle a eu plusieurs périodes dans sa carrière parce qu'elle a commencé quand même chanteuse d'orchestre avec des standards américains. Après, elle a été meneuse de revue. Et puis, elle était quand même connue. Elle avait une voix relativement grave, mais enfin, elle avait un ambitus important. Donc, elle pouvait faire de tas de choses. Et puis, c'est devenu petit à petit une chanteuse d'opérette, etc. Et tout d'un coup, elle a mis un pied dans les enfants, enfin dans un spectacle pour enfants. C'était pas prévu. Elle n'a jamais rien prévu, vous m'avez dit, de toute façon. Non, et tout d'un coup, ça a plu aux enfants. Il y a eu Tata Yo-Yo, Chaud Cacao. Chaud Cacao 85. Ouais. En fait, elle n'a jamais arrêté d'avoir du succès, Annie Cordy. Non. Il y a eu beaucoup d'artistes, je pense notamment de cette période, bon là c'est très très vieux, mais Maurice Chevalier qui a chuté, les Yéyés, ils ont balayé pas mal de monde, et Beko, Aznavour, bon ils ont tenu, mais Annie Cordy, des années 50, de ce que je comprends, jusqu'aux années 2020. Parce que c'était diversifié ce qu'elle faisait. Avec Mariano, en fait, ils ont tourné le film Le chanteur de Mexico. Ils ont aussi fait Visa pour l'amour ensemble. C'était une très jolie opérette avec des belles chansons d'amour. Et ils sont partis en tournée, tous les deux. Alors, ils ne chantaient pas forcément ensemble. Lui, il commençait. Un jour, c'était lui qui chantait et elle en deuxième partie. Et le lendemain, il n'y avait pas une vedette ou pas une vedette. Parce que Mariano était quand même... Il avait 10 ans de plus, il avait une sacrée carrière, et puis il y avait les Marianistes derrière, qui étaient vraiment folles de Mariano, mais qui ont tout de suite accepté Annie comme une copine. Ils ont vu que c'était pas du tout une concurrence. Amante. Voilà. Donc cette franche amitié qu'il y avait entre eux plaisait autant aux Marianistes qu'aux fans d'Annie Cordy. Et comme ça, dans cette tournée, ils ont tourné pendant 4 ans. 4 ans. Et Annie disait, c'est la plus belle période de ma carrière, c'est quand j'ai travaillé avec Mariano. Elle avait l'habitude de dire ça. D'accord. Elle l'aimait beaucoup. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, elle l'aimait énormément. Ouais. Il y a quelque chose qui me revient, on parlait des enfants tout à l'heure, mais sur Mélodie Télé, d'ailleurs, on avait diffusé un concert, je crois que c'était à Liège, où ils ont rendu hommage à Annie, où elle reprend toutes ses chansons, et à la fin, il y a tous les petits-enfants devant qui lui donnent des mots, Annie. Il lui donne des dessins, elle le met dans sa brassière, elle était adulte, alors bon, on va dire c'est la Belgique, mais elle était adulée partout, elle passait. Oui. C'est incroyable. Avec les petits-enfants, c'était formidable. Et c'est une partie de sa carrière, elle a jamais... C'était pas le but, quoi. Voilà, comme la formidable Chantal Goya, c'est pas du tout la même chose. Chantal, c'est son créneau. C'est son créneau. Credo. Elle a fait partie aussi de la vie des enfants qui ont maintenant la vingtaine, la trentaine, en 95, quand elle enregistre aussi Pocahontas. Quand elle l'interprète le rôle de la grand-mère Tilleul, c'est ça? Grand-mère Feuillage. Grand-mère Feuillage.
c'était Elle a naturel joué, pour elle elle a aussi doublé pour Frères des ours aussi. Ah oui, là, c'est pour ça, là, je vois la grand-mère Ouais, dans Ça, l'arbre. c'est grand-mère, oui, grand-mère feuillage, ça c'est Ponkaotas. Ok. Ouais. Ah oui, Frère des Ours, c'est la petite mamie. Oui, oui. Et donc, comment dire, elle prenait plaisir à rentrer dans cet univers des enfants, Ah encore oui, une fois. bien sûr, elle Ouais. adorait ça. Oui, oui. Elle aimait beaucoup les enfants, Annie. Ouais. Grande carrière, en tout cas. On va continuer à parler de sa vie, peut-être de quelques chansons moins connues dans cette fin d'interview. On peut évoquer aussi quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle et pour vous, votre parrain et son mari, Bruno. Oui, oui. Ils se sont rencontrés à Paris, quand Oui. elle est arrivée En directement au 50. Lido. Oui, en 51, enfin entre 50 et 51, là, cheval sur le... Elle est restée qu'un an au Lido. Et lui, il venait au Lido parce qu'il était dans le bâtiment, mon parrain. Souvent, les gens se trompent en disant que c'était son impresario. Pas du tout. Hein. Ok. Pas du tout. Il n'était pas du tout dans le spectacle. Il était dans le bâtiment. Il venait avec ses clients quand il signait des gros contrats. Il venait au Lido parce que les cléricaux étaient du même village italien que lui, originaire. Donc ils étaient un peu cousins. Ils s'entendaient très bien avec les patrons du Lido. Et c'est là qu'elle a rencontré Bruno qui, un jour, l'a attendu à la sortie des artistes et dit « Est-ce que vous connaissez Paris ?» Elle dit « Non, pas du tout. » Dans une décapotable, non? Oui, dans une grosse voiture américaine, qu'il a toujours eu des voitures assez spectaculaires, très italien, gros cigare, enfin il avait toute la caricature de ce qu'on peut imaginer. Et puis il lui a fait faire le tour de Paris et puis ils se sont plus quittés, quoi. Et il a beaucoup compté dans sa carrière. Il s'épaulait beaucoup. Comment? Ah ben il a compté dans sa vie, donc forcément dans sa carrière. Bien sûr. Et puis il a laissé un petit peu, il a délégué ses affaires de bâtiment, de BTP, pour s'occuper de sa femme, parce qu'il était son chauffeur, il était, comme elle disait, son frère, son amant, enfin, il jouait tous les rôles, et puis ils s'entendaient très bien tous les deux, ils riaient beaucoup, ils s'amusaient ensemble, il y avait une telle complicité, ils avaient 17 ans de différence. Oui, ok. Mais ça ne s'est pas ressenti entre eux, en tout cas, il n'y avait pas de truc. Et lui, il avait, ce que disait souvent Annie, il avait une sagesse populaire, parce que il n'était pas artiste. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer certaines carrières avec d'autres. Il n'était pas ni artiste, ni impresario, il n'était pas dans ce milieu-là. Lui, ce qui l'intéressait, c'était sa femme. Qu'elle soit heureuse. Et au départ, il lui avait dit, éventuellement, si tu veux faire ta carrière, tu fais ta carrière. Ou alors tu restes à la maison, c'est comme tu veux. Mais si tu fais ta carrière, il faut le faire sérieusement. Et donc voilà. Donc pour ça, il la soutenait. Puis il avait de très bons contacts avec tout le monde. Il était attaché de presse sans le vouloir, quoi. Mais il avait cette sagesse et de temps en temps, il ramenait Annie à la réalité. Par exemple, elle répétait avec ses musiciens. Ça, c'est une anecdote qu'elle racontait souvent. Et elle a trouvé un effet comique qui a fait rire les musiciens. Et donc elle était contente et elle se tourne vers lui. Et elle lui dit « T'as vu Bruno, ça peut être... » Et il dit non, tu vas faire un bide avec ça. Alors elle dit quand même, parce que eux, les artistes, oui. Ils ont des trucs à eux de temps en temps. Et d'ailleurs, on le remarque dans certains spectacles, si vous n'êtes pas du milieu, il y a des choses qui glissent parce que le public lambda, il ne reconnaît pas l'astuce. Bien sûr. Donc il lui a dit non, tu ne marcheras pas. Oh ben si, alors là-bas je vais te dire, ça marchera très bien. Et il était souvent... Enfin, pratiquement toujours dans les coulisses. Avant le spectacle, il allait voir les lumières, le son, enfin il s'occupait un peu de tout. Et sinon, il se mettait dans les coulisses, à Jardin ou à Cour. Non, souvent à Jardin. Non, à Cour. Pardon. Et donc, arrive la chanson qu'elle voulait chanter avec son effet comique. Elle chante, elle fait l'effet comique. Il n'y a pas de réaction dans le public. Et lui... Elle regarde dans la cour et elle voit mon parrain qui fait le bide. Avec toujours le cigare. Et oui, décapotable, cigare. Et puis c'est une belle anecdote que vous me racontez. Et c'était un gueulard, comme on dit. Il criait fort, mais tellement gentil. Il aimait bien, comme ça, il était exubérant. C'était son refuge en dehors du monde du spectacle. Oui, c'était vraiment son pilier, quoi. C'est important pour un artiste, je pense, d'avoir cette stabilité.
Vous avez fait partie de sa, bien sûr, de sa vie. Vous avez été sa secrétaire, enfin sa nièce. Enfin sa nièce forcément, mais quel souvenir vous gardez? Est-ce que vous avez un moment de scène avec Annie? Vous la voyez en pleine lumière. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a, j'aimerais qu'on parle de vous aussi, hein, qui vous a marqué? Un souvenir? Il y en a tellement, Ouais, évidemment. tellement. Déjà, quand les gens applaudissent Annie, si moi je suis dans le public, je pleure, c'est systématique. Donc voilà, il ne faut pas que je sois maquillée, quoi, parce que s'il ovationne, si elle a des rappels, etc., ce qui arrivait pratiquement toujours, je pleure aussi, donc voilà, une Madeleine, je suis une vraie Madeleine. Et puis le souvenir, c'est que j'ai eu la chance de jouer une pièce de théâtre avec elle. J'avais une toute petite intervention au début, au prologue et à l'épilogue. D'accord. Parce que il fallait, pour raccourcir le prologue, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui explique les choses. Alors, c'est pas que j'expliquais, mais le fait de la dernière pièce qu'elle a jouée, qui s'appelait Laissez-moi sortir, c'est une histoire d'une femme qui reste enfermée sur son balcon pendant 1h30 et qui refait le tour de sa vie parce que pour comprendre pourquoi elle est enfermée, il faut bien qu'il y ait au début sa femme de ménage qui nettoie et qui ferme la porte, enfin le volet roulant. Et voilà, c'est ce que je faisais. Donc j'ai joué un peu avant et à la fin, c'est moi qui reviens libérer la pauvre femme qui est restée toute la nuit enfermée sur son balcon. Et ça, c'était pour moi une forte émotion parce que quand on était dans les coulisses, comme quand on faisait les tours de chant, je lui servais d'habilleuse. Et puis, il n'y avait pas que le fait de l'habiller, il y avait un tas de choses, des non-dits qui se passaient entre nous. Fusionnel? Un courant, plus que fusionnel. Vraiment, c'était... elle devait même pas me parler, je comprenais, et vice-versa. Enfin, c'était formidable. On a vécu pratiquement 25 ans de bonheur total ensemble. On s'entendait à merveille. Mais quand elle arrivait sur scène, il y avait un truc qui tombait chez moi. J'étais impressionnée par l'artiste. Terrible. Alors, heureusement que j'avais quelques mots à dire au début et qu'à la fin, quand elle intervient, on a un tout petit dialogue, mais sinon, j'étais pétrifiée. Elle explosait sur scène. Mmh. Ça sont des souvenirs. Et surtout, vous avez fait une autre carrière avant d'être sa... Ah ben, oui, je fais un autre métier, ouais. D'autres métiers. Parce que je ne suis pas très diplômée, donc je fais ce qui pouvait me rapporter de quoi vivre. Et elle a continué jusqu'à très très tard, Annie Cordy, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui l'a poussée à ne jamais arrêter? C'est l'amour du public, c'est l'énergie du public, c'est l'amour du public, c'est l'amour du métier et cette devise qu'elle avait fait sienne, c'est-à-dire je suis d'aujourd'hui et de demain. Donc pour elle, c'était important ça. Donc elle pensait au lendemain, qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle restait pas sur... et elle avait beaucoup de sagesse, elle était très raisonnable et oui, sage. Par exemple, elle me disait, quand on parlait, là, les derniers mois, les dernières années qu'on passait ensemble, on était ici à Cannes, on fait quelques tournées encore, elle a joué, enfin elle a chanté, parlé avec l'orchestre de Cannes, qui lui avait proposé de participer à un spectacle. Elle faisait des choses comme ça, et on avait encore en projet peut-être une série télévisée, et un film, une fiction. Quand elle nous a quittés, on avait ça dans la tête. Mais elle me disait, tu sais, les concerts comme je les faisais, ça ne se fera plus. C'est obsolète. Parce que les gens n'ont plus de quoi se payer des trucs comme ça, avec des musiciens, des machins, ça coûte très cher. La tournée à chambre, vous parlez? Non. Comme elle faisait elle-même toute seule les concerts avec 5 musiciens, ça coûte cher à organiser. Donc, maintenant, les gens, il y a des gens qui travaillent sur bande. Alors maintenant, ça revient parce qu'il y a des gros spectacles. Mais c'est des choses énormes. Ça n'a plus la taille humaine que ça avait. Donc, elle me disait, moi, si je fais quelque chose, parce qu'elle avait toujours des projets dans la tête. Hein. Elle disait, si je fais quelque chose, c'est un piano-voix. Il y a un très beau piano-voix. Bon, vous allez peut-être me voir venir parce que je vous l'ai dit plein de fois. C'est le dernier automne. Ah oui. Mais elle voulait faire un spectacle complet comme ça. Magnifique chanson. Avec 1 ou 2 musiciens, pas plus. Ouais.
Et voilà. Ça lui aurait bien allé. Oui, et puis ce qu'elle rêvait de faire, qu'elle n'a jamais pu faire, c'est qu'elle voulait mettre en scène. Ça, elle rêvait beaucoup. Elle aurait bien aimé mettre en scène les autres. Et Madame Rosa aussi, j'y repense. Madame Rosa est une chanson très... Ben, c'est Beko. Ben oui, c'est Beko. Oui, qui voulait qu'elle fasse cette comédie musicale, Madame Rosa, basée sur La vie devant soi. Le livre de La vie devant soi, le film qui a été tourné par Simone Signoret. D'accord. Et lui, oui, voilà. Montand avait dit une phrase d'ailleurs sur ça. Mais... Oui, et lui, il voulait... Beko, il voulait absolument qu'elle fasse La vie devant soi, mais enfin, Madame Rosa, ça s'appelait, la comédie musicale s'appelait. Ils l'ont montée aux États-Unis, je pense. Mais elle n'a pas voulu, Annie, parce qu'elle disait, moi, je ne pourrais pas aller tous les soirs au théâtre, avoir un rôle aussi dur. Quand je rentre chez moi, c'est pas possible, c'est trop noir, c'est trop grave. Mais elle a chanté 3 chansons de ce truc-là, que Beko lui a fait enregistré. Ouais, je pense que c'est vers 97. Enfin, lui, il l'avait faite Oui. aussi. Beko, il avait. Oui, c'est ça. Et il l'a enregistré sur son album. Et elle n'a fait que quelques prises. Et ça marchait très bien. On a encore, déjà, je pense comme ça, on a encore des bandes peut-être ici ou dans les maisons de disques. Vous savez ce qui reste d'Annie Cordy qui n'a jamais été sorti? Pas que je sache. Ouais. On a Ce tout. serait une magnifique surprise. Oh mais bah oui, c'est pour ça que je... pas que je sache. Et qu'est-ce qu'elle aimerait, tiens, qu'est-ce qu'elle aurait aimé, pardonnez-moi, qu'on retienne d'elle, Annie Cordy? Elle pensait à ça? Pas dans la flatterie, hein, mais qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on retienne d'elle? Eh bien, écoutez, quand elle parlait de ce genre de choses, elle avait 2 expressions. D'abord, elle disait « un jour, je serai morte et je ne m'en serais pas rendu compte ». Ça, et c'est vrai. Elle est partie en quelques secondes, donc elle n'a pas souffert, ça a duré quelques secondes, vraiment. Et puis elle me disait, mais tu sais Mimi, une fois que je serai disparue, les gens se souviendront des chansons, pas de moi. C'est la chanson de Traîner. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec elle. Ok. Mais elle insistait, elle me dit, mais oui, mais elle dit, c'est pas grave. C'est comme ça, ils se souviendront de Tata Yo-Yo, la chanson va rester. Mais ils se souviendront plus qui la chantait. Elle dit, il y a des tas de chansons comme ça qui rentrent dans le populaire, et puis voilà. Ils se souviendront pas de moi. Et c'est pas grave, c'est comme ça, j'aurais fait mon temps, il faut laisser... Elle était très sage pour ça. Et vous pensez qu'on se souviendra d'Annie Cordy? Moi, je pense qu'on se souviendra d'Annie Cordy, oui. Et vous recevez d'ailleurs plein de messages. Je ne sais pas si on l'a dit entre nous dans cette émission, je ne sais plus. En tout cas, vous recevez plein de messages sur Facebook, que les enfants... Oui, les enfants, les adultes, bien sûr, et des très très beaux souvenirs. Et ça, c'est le véritable héritage qu'elle m'a laissé. C'est la gentillesse des gens et la reconnaissance des gens pour ce qu'elle était. Alors les gens du métier, je trouve que c'est de plus en plus maintenant avec le temps, et les gens du métier réalisent que ce n'est pas que, enfin les gens du métier, une certaine partie du métier, ce n'était pas qu'une comique. Ils se rendent compte qu'elle pouvait faire autre chose parce qu'elle n'a jamais mis ça en valeur, elle a jamais, voilà. Mais le public est reconnaissant et moi, quelquefois, comme je veux défendre sa mémoire et que j'essaye de faire parler d'elle d'une façon pas du tout repousser le populaire, hein, pas du tout, au contraire, elle ne me le pardonnerait pas, mais savoir tout ce qu'elle était capable de faire. Mais quand j'approche, que ce soit des professionnels ou des privés, en disant, écoutez, j'ai un projet autour d'Annie Cordy, c'est toujours oui. Les portes s'ouvrent. Je n'ai jamais entendu jusqu'à présent quelqu'un me dire, non, Annie Cordy, dites... Une telle tendresse. Et alors chacun a un souvenir. C'est incroyable le nombre de gens qui ont des petits souvenirs. Ah, mais moi je vais vous raconter. Et chaque fois, elle me raconte une anecdote. Elle m'a dit bonjour, elle m'a serré la main, elle m'a fait la bise. Voilà, elle se souvenait des gens. Mais ça, vous l'avez souvent dit, qu'elle se souvenait des... Ah ben elle se souvient quand elle était en tournée. Elle se souvenait, elle disait, tiens, là on va dans cette ville, tiens, on va voir une telle. Bah, j'espère que sa maman va mieux. Voilà. Elle avait le... Oui. Et quelle part d'elle vous aimeriez qu'on redécouvre, qu'on découvre une part d'Annie Cordy? Je pense notamment, au travers d'une chanson, je pense à Charlie.
Dis donc, Charlie, t'es sur ton Ouais. piano. Ouais. Et puis, d'un seul coup, c'est très très calme. Et après, ça fait le boogie-woogie. Oui, Et après, ça redevient calme. Et après, elle redevient calme. Et après, elle nous fait pleurer. oui, Parce qu'elle l'aime, ce Charlie. oui. Bon, je vous donne un exemple comme ça. Oui, Quelle oui. part d'elle vous aimeriez garder, faire découvrir au public? Toutes les facettes. Peut-être moins Justement. méconnue, justement. Mais Oui, mais je voudrais surtout que les gens retiennent qu'elle était capable de faire toutes ces choses-là. Et autant Tata Yo-Yo, hein, moi je vois les gens, beaucoup de gens parlent d'elle, ils disent Tata Yo-Yo. Moi ça ne me choque pas du tout. Ils ont retenu ça, pourquoi pas? Pour quelqu'un d'autre, c'est pas Tata Yo-Yo, c'est la bonne du curé. Ou pour quelqu'un d'autre encore, c'est Madame Rosa qui revient des camps de concentration. Elle a, deux radios juives, plusieurs d'ailleurs, l'ont félicitée pour ça parce qu'elle avait chanté cette chanson de Madame Rosa. Et à l'époque, certaines personnes croyaient qu'Annie était juive, elle l'avait vécue parce qu'elle était tellement juste. habitée par cette chanson et tellement juste qu'ils se sont dit, attends, mais elle revient des camps, alors elle est partie dans des délires. On me dit, elle revient des camps, et c'est pour ça on l'a empêchée de chanter. Ben non, pas du tout, du tout. Elle interprète un rôle. Et donc, après, j'ai tourné ça un petit peu en dérision, parce que, bien sûr qu'elle était touchée par ce qu'ont vécu les Juifs et la Shoah, etc. Mais nous ne sommes pas Juifs, mais les gens ont pensé ça parce qu'elle avait une telle générosité, une telle force pour expliquer ça. Et elle avait, encore une fois, peut-être joué juste. Voilà, jouer juste. Et ouais. c'est pour ça que je répondais, mais elle n'a jamais été la fille d'un cow-boy, elle n'a jamais fait elle n'a jamais été torera, Ouais. voilà. Elle n'a jamais été tapée par Léon, voilà. Dans tout ça, vous continuez, vous me l'avez dit, à faire vivre sa carrière, son œuvre, et Oui. puis la belle personne que vous racontez, Oui. que vous nous avez raconté là dans cet entretien. Vous avez des nouveaux projets, vous avez des beaux Oui. projets qui arrivent. Oui. Voilà, Alors, là ça fait 5 ans qu'Annie nous a quittés. Oui. Mais on n'est pas de date à date parce que c'est pas facile, mais oui, il y a des projets de spectacle, bien sûr, et faire une petite approche du théâtre. Je ne veux pas trop en divulguer parce que les protagonistes sont peut-être eux, ce qui n'est pas mon cas, un petit peu frileux parce que les gens ont peur. Mais un très beau projet de théâtre avec des gens très bien. Ça va se concrétiser en 2026. Puis il y a une bande dessinée aussi, je vous en avais parlé déjà. À Liège, au Forum. Oui, on s'était parlé de ça. Et une bande dessinée basée sur la vie d'Annie. Mais comme la vie d'Annie, c'est travail, il n'y a pas de choses, elle n'a pas souffert, voilà, tout ça. Donc, enfin, c'est pas quoi, il faut avoir que des vies des gens qui ont souffert, mais il n'y a pas grand-chose à raconter en bande dessinée. Donc, on va faire vivre à Annie, la vraie Annie, dans sa vraie vie, on va lui faire vivre une fiction dans la bande dessinée. Ça veut dire qu'il y aura une intrigue, un fil conducteur de l'intrigue, mais basé sur la vraie vie d'Annie. C'est vraiment, et comme ça se passe au départ en Belgique, c'est vraiment Nini Cordy, au bœuf sur le toit, et qui continue sa vie jusqu'à s'être embauché en France. Au Lido. Ils avaient fait ça avec Chantal Goya aussi récemment. Ils ont sorti une BD il y a 2-3 ans sur la vie de Chantal Goya, un peu romancée. Ah ouais. Et puis peut-être, dites, un jour ressortir les bandes de ça. Ça a été filmé. Oui. Et qui sait le remonter. Alors je Oui. m'emballe peut-être, mais Nini la chance Oui. serait contente peut-être de voir ça par la petite lucarne. Ben non, non. Elle va dire, Annie Cordy, c'est bon, quoi. Il faut aller de l'avant. Je sais qu'elle aimait beaucoup les jeunes chanteurs. Elle en avait quelques-uns qui lui plaisaient particulièrement. Elle disait, c'est ça, c'est l'avenir, c'est les jeunes chanteurs. Et j'aimerais qu'elle soit un exemple pour les jeunes chanteurs, danseurs, comédiens, tous ces gens qui commencent dans le métier. Elle mérite de servir d'exemple. Ben, je crois que c'est une belle manière de conclure cet échange. Merci beaucoup Michel de nous avoir reçus ici. Gilles. Et puis vous êtes la bienvenue chez Mélodie Radio. Merci. À très bientôt. Mélodie, la radio vintage forever.